Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Surtout, nous remercions l'Institut français, son directeur, son équipe, de nous accueillir dans ce lieu qui se rénove. Et donc, ce café Europa est une initiative de la présidence française de la européenne, donc qui a débuté en janvier. Et c'est un café qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs, dans quasiment toutes les capitales européennes. Il a eu lieu dans certaines, Vienne en particulier. En tout cas, à Athènes, nous l'avons maintenu malgré la situation. Je remercie donc aussi tout le service de communication de l'ambassade pour avoir préparé tout ce qui va se dérouler. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que quand on a commencé à penser à ce débat, c'était un sujet médiatique, théorique, intéressant, mais... Et là, on se retrouve avec une patate chaude dans les bras, dans les mains, mais à zesti patata. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec, parce que donc on est en plein dans une période un peu difficile qui fit avec notre sujet. Donc, pour en parler, nous avons 4 intervenants. Je vais vous les présenter. Ils vont se présenter ensuite eux-mêmes beaucoup mieux que moi, mais je vous les présente. Donc, honneur à l'invité qui vient de France. C'est Jacques-Hubert Rodier, qui est donc ancien éditorialiste aux Échos, ancien aussi, toujours président émérite de la presse diplomatique, qui a été correspondant dans de nombreux pays, Milan, Londres, États-Unis. Et donc, vous pourrez lui poser toutes les questions parce qu'il connaît l'histoire de la manipulation de dedans et vraiment dans les détails. Ensuite, honneur aux dames, Madame Clementini Giacomanoli, qui est donc responsable média au bureau de presse de la Commission européenne à Athènes et qui surtout vient de sortir un livre que je vous présente à tous, en grec, on espère qu'il va être traduit dans d'autres langues, et qui s'appelle, en grec, Fake News, Tikani Evropi, en français, Fake News, que fait l'Europe? Donc, bonne question, on la laisse en suspens, elle nous en parlera mieux tout à l'heure. Je continue, par ordre, on laisse le petit jeune pour la fin. Monsieur Angelos Athanassopoulou, qui est donc éditorialiste au Vima, le grand journal quotidien grec. Aussi, il a une responsabilité dans la presse diplomatique, donc, voilà. Et qui lui aussi, il est au service international, politique internationale. Donc, lui aussi, il connaît vraiment le problème sur le fond et vraiment sur la durée. Et on va terminer par Monsieur Alexandros Minotakis, lui qui est un étudiant, mais pas vraiment un étudiant, c'est un doctorant, qui est à l'université EPCA et qui travaille, son sujet de thèse est sur justement le néolibéralisme et les médias, les MMM, comme on dit en grec, les médias en grec. Voilà. Donc, je vous ai présenté tout le monde. Je me présente moi aussi en 2 mots. Je suis journaliste, freelance, franco-grec, ou gréco-française, comme vous voulez. Et ayant beaucoup travaillé dans le service public en France et ensuite beaucoup travaillé avec quasiment tous les médias francophones en Grèce comme correspondante. Avant de commencer, que chacun va intervenir, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va essayer d'être court, de faire des questions et des réponses aussi courtes, denses, des vraies questions, fortes, mais courtes, pour pas qu'on prenne que ça se délaye. Et donc, je vous demanderai de bien écouter nos intervenants et ensuite de réagir en posant des questions pointues. Alors, on y va. On commence ? Alors, merci Effie pour tes paroles sur moi, qui sont très élogieuses en fait. Et merci évidemment à l'Institut français et au service de la communication de l'ambassade de France qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à Athènes.
Voilà, je voulais juste dire quelques mots pour me présenter. J'ai commencé, c'était un autre siècle, ma carrière de journaliste comme pigiste, mais surtout dans 2 agences de presse, la première Reuters et puis dans les années 79 à l'agence France Presse. Je dis ça avant et après, je suis devenu correspondant et puis éditorialiste dans un journal économique, Les Échos. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a 40 ans, le travail de journaliste était totalement différent. On ne se battait pas contre seulement des rumeurs, parce que notre travail était de vérifier l'information, mais surtout notre travail était beaucoup plus lent. À l'AFP, à l'agence France Presse, on tapait à la machine d'abord, puis on envoyait nos papiers à des téléxistes par des systèmes complexes de pneumatiques. Quand je dis ça, ça veut dire que le temps aussi de la publication d'un article, même dans une agence de presse, était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. La concurrence, la rivalité se faisait entre agences de presse. Alors, il y avait des dérapages, évidemment, je dénoncerai personne en la matière, mais on pouvait annoncer, une agence de presse américaine pouvait annoncer un énorme bilan de morts, par exemple, dans des manifestations au Cameroun, alors que l'agence France Presse avait plutôt vérifié et n'annonçait pas le même bilan. Voilà. Mais aujourd'hui, on traite d'un autre sujet, c'est-à-dire comment peut-on lutter contre la fausse information. Et en effet, on est dans une période particulière, très complexe, parce que les guerres, depuis déjà le Moyen-Âge, où on donne des informations fausses à l'ennemi, aujourd'hui, ça prend, je crois, une ampleur immense. Donc vraiment, le questionnement qu'on doit se poser aujourd'hui, comment non pas donner la vérité, c'est pas la Pravda qui publiait pas de vérité au temps de l'Union soviétique, c'est quand même donner des faits, non pas des faits qui soient des faits alternatifs, comme la porte-parole de la Maison-Blanche avait dit. Voilà, c'était juste ma présentation rapide que je voulais faire. Très intéressant, Jacques, parce que tu soulèves 2 problèmes. Donc, d'une part, la transformation du métier de journaliste, donc qui pose, en tout cas qui est dans le contexte général des questions qu'on va se poser, donc la transformation de ce système des médias. Et puis, deuxièmement, ce qui se passe en ce moment, donc la fameuse, pas simplement comment résoudre les fausses informations, mais pourquoi il y a manipulation, comment il y a manipulation et comment on peut y faire face. Alors, justement, Clémentine, à vous. Bonsoir. Je rejoins les remerciements de Jacques à FI et à l'Institut français. Je vais faire les suites sur le grec parce que c'est un peu plus spontané pour moi. Et donc, d'abord... Je voudrais donc dire tout d'abord comment j'ai eu l'idée pour écrire ce livre. Je pense que c'est intéressant. Une personne qui fait partie du système de la communication au sein de la Commission européenne, comment il peut se poser des questions. C'est comme ça que j'ai commencé. Tout le travail que nous faisons à Bruxelles au sein des représentations permanentes des pays membres en essayant d'informer les citoyens. Est-ce que cette information arrive jusqu'aux citoyens? Est-ce que ça les touche? Et qu'en est-il des fake news qui, eux aussi, essayent de se frayer un chemin? Qui est le plus rapide? Ce qui m'a intéressé, c'était la question des élections, notamment les élections européennes. Et je voulais savoir dans quelle mesure la décision de comment ils allaient voter est influencée par les fake news ou par l'information que nous divulguons et qui est fondée sur des informations bien vérifiées. Alors, donc, j'ai voulu vérifier les plateformes que nous avons sur nos téléphones portables et vérifier qu'en est-il exactement. J'ai découvert beaucoup de choses. Il est très positif que l'Union européenne est la force directrice, c'est un leader en quelque sorte pour la lutte contre les fake news et je vais terminer là-dessus.
Frances Haugen, qui a dénoncé les pratiques de Facebook il y a quelque temps, quand elle a été invitée au Parlement européen, elle a dit à l'intention des députés européens, nous attendons de l'Europe qu'elle nous donne des orientations pour savoir comment dompter le travail des grandes plateformes pour protéger le citoyen. Je pense que ça, c'était très important. Ça va nous permettre de comprendre à quel point la nouvelle qui est correcte est importante pour la société plutôt que la désinformation. La désinformation est à l'origine contribue à troubler l'image qui est autour de nous, influence beaucoup les jeunes, influence notre façon de décider et peut nous rendre négatifs par rapport à tout ce qui se passe au sein de la société et cela engendre en effet des risques importants. Deux points forts, je dirais. D'une part, donc l'action des institutions, en particulier l'Union européenne, et puis Clémentine nous parle de quelque chose qui nous est arrivé ces dernières années, ces fameuses plateformes, ces fameux GAFAM, ces fameux grands groupes d'information qu'on ne connaissait pas à l'époque, il y a 40 ans, et donc avec lesquels qui prennent de plus en plus de place et avec lesquels on voit aujourd'hui que notre quotidien est fait de cela, et c'est très important de penser ce qui peut se passer. Je passe la parole à Monsieur Angelos et je vais aller directement. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ambassade de France en Grèce et l'Institut français de Grèce qui nous offrent l'opportunité de parler de ces questions extrêmement importantes. Je vais commencer par une histoire, par une anecdote pour voir à quoi on est confronté. Il y a 6 ou 7 ans, un non-papier a été communiqué par un bureau politique grec, qui décrivait l'entretien d'un dirigeant grec avec un dirigeant étranger. Dans ce texte, dans ce non-papier, donc, il était décrit, il y avait la description des propos du dirigeant étranger en public, et c'était entre guillemets. Un peu plus tard, à force de regarder la vidéo de cet événement, j'étais curieux. Je me disais, mais comment a-t-il pu dire une chose tellement positive, tellement favorable à la partie grecque? Je me suis rendu compte donc qu'il avait dit une chose sur la vidéo et que c'était autre chose qui avait été enregistrée sur le papier. Je parle de cela non seulement pour souligner ce que Clémentine vient de nous dire, parce que cela a son influence sur notre propre travail. Le journaliste et l'utilisateur des réseaux sociaux, il y a une confusion. Et le piège ne se cache pas nécessairement chez les journalistes qui peuvent avoir des motivations, mais le piège peut se trouver entre les mains de gens qui ont notre sort, notre avenir entre leurs mains. Le journalisme grec est confronté à de graves problèmes. Ces questions ne peuvent pas être réglées par un changement de tel article du Code pénal, comme ce fut le cas récemment. Il faut une formation continue, sérieuse. Et ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la vitesse de la chasse à l'information, je crois que c'est la plus grande gangrène à laquelle sont confrontés les journalistes qui veulent bien faire leur travail, car ils sont obligés de courir après le temps numérique en perdant la vraie nature de leur travail. Bien, vous voyez, les mêmes thèmes, malgré l'actualité brûlante, on revient sur la nature même du travail journalistique qui pose le problème justement de ces changements et de comment aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, on peut le faire, faire la validation, la vérification, toutes ces choses-là qui semblaient évidentes et qui aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à faire dans le contexte. Pas simplement le contexte d'actualité, mais le contexte général des conditions de travail. Alors justement, Alexandros, tu es un doctorant sur ce thème et justement,
puisqu'on est en Grèce, quel est l'avenir des jeunes journalistes, des journalistes en règle générale, comment tu t'es intéressé à ce thème-là? Et je sais, je vais peut-être le dire à tout le monde, mais tu nous le diras mieux, c'est que tu voulais être journaliste et on a perdu un journaliste puisqu'il ne deviendra pas journaliste. À mon tour, je remercie l'Institut français de Grèce et l'ambassade de France. Il est vrai que la question des fake news revient et reviendra sans cesse. Je vais essayer d'être bref. À l'évidence, la question des fake news a une dimension technologique très forte. La technologie est accessible à une large frange du public au sein du monde journalistique également. On parle donc de cette technologie qui utilise le son, la vidéo, etc. Mais à mon avis, c'est une erreur de souligner surtout cette dimension. Il faut réfléchir sur le cadre idéologique et politique à travers lequel on arrive à des conditions qui favorisent la dissémination des fausses nouvelles et qui, à leur tour, déclenchent la méfiance. Donc, ce débat atteint son point culminant après 2016. En Grèce, depuis l'été de 2015, on a vu les conditions sociales qu'on a vu se répéter à plusieurs reprises depuis ce moment-là. Nombreux se souviennent de l'image avec les deux dames âgées où l'une protège l'autre pour tirer de l'argent auprès d'un distributeur au moment des restrictions monétaires. Et cette image, donc, qui vient de l'Afrique du Sud, a été liée à ce qui se passait en Grèce à l'époque. D'un côté, nous avons une polarisation sur un sujet, le référendum grec, par exemple, ou l'élection présidentielle américaine par la suite, ou encore le Brexit. Deuxième point, ce conflit, et je pense que ça c'est encore plus crucial, se fait dans un cadre de délégitimation des grands groupes de presse. Ça c'est crucial. Il y a eu des conflits au cours du siècle dernier. Mais souvent, les camps adverses avaient des champs de référence communs. Dans la circonstance actuelle, ces références sont absentes. On a donc affaire à des monologues parallèles. Des partis politiques vivent dans des mondes différents. Ils ne vivent pas dans le même univers et l'interprètent différemment. Ceci est aggravé par les fausses nouvelles, mais non pas en tant que technologie, mais des fake news en tant que faits culturels et politiques. Ceci est lié au phénomène du echo chamber, comment ils sont préparés. On entend donc des voix qui ressemblent à la nôtre et cette plateforme nous félicite. Autre point qui est sous-estimé très souvent, c'est que la dissémination des fake news est liée à la limitation du travail journalistique et une déqualification, je dirais, des jeunes journalistes qui travaillent dans les médias numériques. Et par rapport à ce que Jacques disait tout à l'heure, il y a des conditions de travail différentes désormais qui ne leur permettent pas aux journalistes de développer leur propre réseau et de devenir autonomes par rapport aux élites politiques et par rapport à toute autre personne qui pourrait avoir une motivation pour la dissémination de fake news. À travers tous ces phénomènes, je crois que nous pouvons distinguer des composantes qui se répètent et l'on a le sentiment de vivre dans un régime de méta-vérité. Ceci ne facilite pas une conception globale du monde, mais même pas certains éléments de base qui nous permettraient de nous mettre d'accord.
Dans ce que tu viens de dire, c'est que, d'une part, la situation médiatique n'est pas isolée de la situation politique et sociologique générale. Ça, il faut qu'on s'en rende compte. S'il y a crise des médiatiques, c'est qu'il y a crise de la société, crise du politique, crise à tous les niveaux. Et une chose que tu as soulignée, et qui reviendra, j'imagine, dans la conversation, c'est la défiance, désormais, de plus en plus envers la parole du monde journalistique. C'est-à-dire que l'opinion publique, le public ne croit plus, ou croit de moins en moins à ce qui est dit dans les médias. Donc, on reviendra sur toutes ces questions. On a posé, je pense, les différents sujets. Mais maintenant, place au public. Donc, chacun de nos intervenants va vous répondre. Question courte, s'il vous plaît. Costaud, dynamique, mais courte. Pas de témoignages comme ça qui partent dans tous les sens. Question courte. Allez-y et on vous répond. Le micro arrive. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Allez, là-bas. Première question. D'abord, je vais parler en français. Merci, bienvenue en Grèce. Merci beaucoup pour l'accueil. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour cette organisation. Ensuite, je vais continuer en grec. La question que pour la plupart du public, tout le monde sont francophones là. Je vais poser une question parce que je travaille dans le secteur de la communication politique depuis longtemps. C'est donc dans ce secteur-là que je vais poser ma question. Par rapport à la dangerosité et ce qu'on vient de faire maintenant, pensez-vous que le champ de la lutte contre les fake news se cache dans le renforcement du journalisme qualitatif, ou bien il faut livrer une bataille dans le champ même des fake news, là où se passe la production, la fabrication des fake news. Un exemple, dans une campagne politique récente, j'ai utilisé la newsletter d'un petit journal qui expliquait qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Mais j'en profite pour mettre un peu les différents acteurs. Il y en a d'autres sûrement, mais je vous donne les principaux acteurs de la fabrique de l'information. Hein. Donc, il y a les médias, évidemment, puisqu'on y est. Il y a les réseaux sociaux, puisqu'on en est toujours. Il y a les institutions. Il y a les services secrets. Il ne faut pas les oublier, c'est le cas de le dire. Il y a les agences spécialisées, parce que c'est ça surtout qu'il ne faut pas oublier non plus, des agences spécialisées qui sont là pour fabriquer des fake news, mais autre chose. Hein, parce que le thème est plus large que les fake news. Hein, ce n'est pas simplement les fake news, c'est la manipulation de l'information en règle générale. Et puis maintenant, il y a même des choses très nouvelles, comme ce qu'on appelle les usines à trolls. Mais vous nous donnerez plus de détails. Alors, qui veut répondre à la question? Clémentina. Et puis après, Jacques. Oui, merci pour la question. En fait, pouvoir faire face aux fake news, on a besoin d'une approche polyvalente, holistique. Ni le gouvernement tout seul, ni les institutions toutes seules, ni les journalistes quand ils sont seuls. Certainement, on a besoin de renforcer le journalisme qualitatif, on a besoin de fact-checkers, on a besoin de coopération entre les États, on a besoin d'institutions qui renforcent la coopération entre tous ces facteurs et qui informent très rapidement sur les fake news parce que ça peut se retrouver dans un pays voisin. Et puis, il nous faut trouver les arguments à avancer pour combattre la fausse nouvelle. On a besoin donc d'une approche globale qui ne devrait pas laisser de côté l'alphabétisation, en quelque sorte, numérique du public. Comment faut-il lire les médias et les réseaux sociaux? Comment s'informer? Et c'est le citoyen qui a la responsabilité de l'information. Ça peut paraître un peu drôle, mais il faut aboutir à cette conclusion. On est responsable de notre façon de nous informer.
La question était posée aussi, surtout, enfin, entre autres, et qui était intéressant, sur est-ce que la qualité ou l'amélioration de la qualité du journalistique est une solution au problème? Alors, absolument. Et je pense qu'il y a une chose qui doit être évoquée, et je pense qu'Alexandre possède cela, c'est l'esprit critique. Et ça, l'esprit critique, rien ne remplace cet esprit critique. De savoir qu'une information, c'est pas parce qu'elle est répétée 100 millions de fois, parce que c'est ça aujourd'hui à quoi on a affaire, ça doit quand même poser quelques questions. L'autre petite chose que je voulais dire, pour revenir au domaine politique, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'en France, il y avait quasiment une information. C'était celle qui venait du général de Gaulle. L'agence France-Presse, le PDG était nommé par le gouvernement. L'ORTF était nommé, la radio-télévision française, c'était le gouvernement. Donc il faut aussi, et c'est une chose que je veux dire, c'est qu'à chaque époque, il est nécessaire, pour que les médias soient crédibles, de continuer cet esprit critique. Après, la question, c'est aussi la diffusion des médias. Il y a une petite note d'optimisme que je voulais donner. Vous savez que pendant la crise du Covid en France, on a été inondé de fake news. La 5G dans le corps, le remède miracle d'un professeur de Marseille. Et les médias sociaux, les réseaux sociaux ont perdu énormément en crédibilité. En janvier, la crédibilité des médias français, selon un sondage, c'était des médias sociaux et d'Internet de 24% seulement, ce qui est quand même relativement faible. Ce qui prouve aussi que pour les médias traditionnels, même s'il y a une chute importante, il y a une place encore. Après se pose la diffusion du journal papier, de l'accès à l'information vérifiée. Alors justement, en question de vérification, je vous donne juste quelques informations. La vérification de l'information, elle est faite pour l'instant par des systèmes qui se sont mis en place. Alors à l'AFP, vous avez donc le factuel, fast-checking. Au Monde, vous avez une rubrique qui s'appelle les décodeurs, qui est très intéressante, qui a sorti plein d'images, justement en disant lesquelles étaient vraies, lesquelles étaient fausses et comment on utilisait les images. Libération, vous avez Check News. Radio France Internationale, vous avez l'atelier des médias. Vous voyez, tout le monde s'y est mis en France. Vous avez aussi au niveau international des associations de vérification, alors en source ouverte. Vous avez des ONG qui s'en occupent aussi. Est-ce qu'en Grèce, moi c'est la question que je vais poser avant de repasser le micro au public, est-ce qu'en Grèce il y a dans les journaux ou dans des rubriques de checking de news? Je pose la question à Angelos ou à Alex. Oui, l'AFP, bien sûr. Je l'ai cité au niveau international. Donc... Ah, alors on a un blog avec une équipe. Prends le micro. Tiens, le micro arrive. Non, on a lancé à l'AFP Athènes, il y a un an exactement, un blog qui est en grec et qui fait la chasse aux fake news en Grèce, qui sont virales en Grèce. Et on donne également d'autres informations internationales, mais on les donne en grec. Voilà, donc en fait, on a une équipe de 1 à 2 fact-checkers. Tout ça n'est pas tout à fait exactement défini, mais on a depuis 1 an 2 fact-checkers qui travaillent là-dessus et qui publient qui débunkent, comme on dit, des fake news. Par rapport à la presse grecque. Voilà, les réseaux sociaux grecs. Les réseaux sociaux grecs, d'accord. D'accord. Oui, Clémentine. Si je pourrais ajouter, il y a aussi les Hellenic Hoaxes qui font un très bon travail et qui sont vérifiés par la Commission européenne pour faire ce travail-là. Comme par tout le pays, il y a au moins une organisation de cette sorte qui fait la vérification
Et les AFP est parmi les meilleurs les meilleurs dans le monde sur ce travail-là. Vraiment, moi, je vous suis de très près, pas seulement la branche grecque, mais aussi la branche française ou belge. Elle fait un très beau travail. Mais est-ce qu'au niveau des journaux grecs, il y a quelque chose? Les médias grecs. Tout d'abord, je crois que Clémentine a utilisé le mot d'approche holistique, approche globale. Mais les journalistes, c'est l'anneau le plus faible ici en Grèce. Alexandros a parlé de de-skilling. En Grèce, il y a un pléonasme de médias numériques, de blogs, de pages web, de sites web, dont on ignore l'identité, la provenance du financement, où travaillent surtout des personnes jeunes, pas plus âgées que 30 ans, dans des conditions de travail vraiment très mauvaises et des conditions salariales également très mauvaises, qui ne font que copier des nouvelles. Donc, ils diffusent de l'information d'une page à l'autre, que ce soit une page grecque ou une page étrangère, un site web étranger. Cela concerne le modèle économique des médias grecs, mais aussi les médias mainstream, qu'ils soient électroniques ou sur support papier, comme les journaux. Ils n'ont pas investi sur un fact-checking sérieux comme celui qui vient d'être décrit tout à l'heure. Je pense la première chose qu'on doit vérifier, c'est dans quelle mesure les associations de presse grecques peuvent prendre une initiative, c'est-à-dire avoir un rôle plus institutionnel en ce qui concerne les médias. Et deuxième point, je pense que l'Union européenne pourrait jouer un rôle de leader là-dedans. Il faudrait donc renforcer la formation des journalistes avec des programmes qui vont renforcer l'alphabétisation des journalistes, l'alphabétisation numérique, pour guider en quelque sorte le public dans le bon sens, c'est-à-dire vers des nouvelles de meilleure qualité qui améliorent les capacités du public de choisir ce qu'ils vont choisir de lire. Et on attend les questions. Derrière moi, je me retourne. Allez-y. Vous vous présentez? Oui, je vais me présenter. Fabien Perrier, je suis correspondant pour Libération, Le Temps, Le Soir, Marianne, donc des médias d'opinion différentes. Et je couvre la Grèce depuis 2010. Et d'ailleurs, me vient en vous entendant un événement en tête dont on n'a absolument pas parlé, qui est le 11 juin 2013, quand HERT a été fermé par le gouvernement. Et je pense que ce jour-là, une rupture s'est passée en Grèce, c'est qu'en fait, il y a la légitimation, la reconnaissance en même temps que les médias sont là pour être le relais de la parole politique, de la parole gouvernementale, plus exactement, pas politique, gouvernementale, et que malheureusement, s'il y a eu sur le champ une mobilisation, je pense qu'on en voit encore des impacts. Je vais donner un deuxième exemple. Le 8 ou le 9 juillet 2019, une des premières décisions de ce gouvernement en place est de rapprocher les services secrets et l'Agence nationale d'information, ANMA, des services du Premier ministre, alors qu'avant, ils étaient indépendants. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire, mais je pense qu'elle est importante pour comprendre comment, dans ce pays, spécifiquement, l'information peut être manipulée. Ensuite, je voudrais justement revenir sur le travail, du coup, cette fois des correspondants. Il me semble qu'il est particulièrement difficile en Grèce d'avoir une parole critique. Je ne sais plus qui a abordé le mot critique tout à l'heure, qui a évoqué l'esprit critique, mais j'ai bien entendu, Effie, que tu as demandé à ce qu'on ne fasse pas de remarques personnelles. Malgré tout, quand on sort un article en Grèce,
C'est la première fois où moi, en tant que journaliste, pour avoir travaillé en Grèce, en France, en Allemagne, etc., un gouvernement envoie une lettre à mon média pour expliquer que ce que j'ai écrit ne correspond pas à la réalité. En réalité, justement, il ne correspondait pas à la parole officielle du gouvernement. Donc, ils se sont permis de demander un démenti sur une enquête, alors qu'il n'y avait rien de faux dans l'enquête sur l'Acropole, en l'occurrence, que j'avais menée. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième chose qui m'a, pour le coup, aussi intéressé concerne la concurrence. Tout à l'heure, le terme de concurrence entre les agences de presse a été cité en expliquant très bien qu'à la base, où il y a quelques années, quelques dizaines d'années, la concurrence se faisait entre les agences. Et effectivement, maintenant, elle se fait aussi entre les journalistes. Et je pense que là, nous, journalistes, avons un rôle à jouer parce que je pense que cette concurrence est malsaine. Personnellement, j'en ai à peu près rien à faire qu'une enquête que je peux mener sorte d'abord dans Libération ou qu'elle sorte dans un autre journal. Ce qui m'importe le plus, je ne parle que de moi, mais c'est j'espère la qualité de l'enquête. J'espère que mes enquêtes sont de qualité. Et je trouve que c'est dommage de voir parfois des médias, des grands médias, sortir des articles dans lesquels on explique, par exemple, que tous les Grecs sont payés en bons alimentaires. Je n'ai jamais rencontré des Grecs m'expliquant ça, mais c'est sorti dans des grands médias français et ça a été repris. Lire dans des grands médias français que les sites de Knossos, les sites archéologiques vont être privatisés alors qu'il n'y a rien qui l'atteste. Je pense qu'il y a un problème d'enquête de la part des journalistes. Et là, j'en viens à nos directions, en l'occurrence parisiennes. Mais il y a aussi un problème des directions qui est d'avoir très souvent une vision de ce que le journaliste doit dire, le journaliste correspondant doit dire, et d'autre part, paradoxalement, une capacité à absorber tout ce que dit le correspondant ou la correspondante. Il n'y a pas que des correspondants, il y a quelques correspondantes dans la salle, sans, pour le coup, faire, me semble-t-il, un travail de rédaction en chef qui consiste aussi, mais là, il y a des gens plus à même que moi pour en parler, qui consiste aussi à vérifier, dans un certain sens, l'information qui remonte des correspondants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois qu'on aurait beaucoup à dire sur la situation merci Fabien, des correspondants et de ça. Et puis, bon, tu as évoqué, mais on pourrait parler de la qualité de travail, des conditions de travail, pas simplement en Grèce, mais partout, du suivisme des médias, enfin, tout un certain nombre de facteurs qui font que c'est pas évident qu'il y ait une qualité d'information qui arrive vraiment à faire face, en particulier à cette situation, parce qu'il faut quand même peut-être venir vraiment à la situation dans laquelle nous vivons, qui est quand même le summum de ce qui peut exister en termes de manipulation de l'information. Alors, je vais vous montrer deux images que j'ai recueillies, que j'ai prises d'ailleurs dans le décodeur du Monde. Et l'une, c'est... je vais prendre deux personnages et après, je redonne la parole au public. L'une, c'est celle-ci, là. Je la montre, tout le monde reconnaîtra. On n'a pas pu faire de présentation avec machin. Et donc, c'est le président de l'Ukraine qui est montré avec un maillot. Là, on ne voit pas complètement, mais il y a la croix gammée. Enfin, on voit que la moitié de la croix gammée. Donc, tout le monde voit bien que c'est donc une fake news russe, a priori. Enfin, là. Et de l'autre côté, parce que ça se passe quand même aussi des deux côtés, vous avez une autre image que j'ai perdue, mais j'en ai une qui suffira, qui est celle-là, je la montre aussi. Et ça fait partie donc c'est le camp de symbole, si vous voulez, de là où 33 000 juifs d'Ukraine ont été tués en Ukraine. Et voilà. Et on a dit que c'est sorti en image que ça avait été bombardé, alors que non. Voilà. Donc, vous voyez, la guerre, pour parler de choses qui se passent, la guerre des images, elle se mène de façon très importante en ce moment. Et c'est justement une des questions qu'on peut se poser. Comment faire dans cette
information en surchauffe, comment faire face avec peu de temps, avec peu de moyens, comment faire face à cette avalanche de manipulation. Je vais au-delà des fake news. Voilà, ça c'était mon commentaire, mais j'attends soit une réaction de nos intervenants, soit d'autres questions. Hélène. Merci. Juste pour revenir sur la question des fausses nouvelles, je voudrais poser une question concernant d'où émanent ces fausses nouvelles. C'est-à-dire si on peut réfléchir un petit peu, soit on cherche un bouc émissaire, les journalistes, les pouvoirs politiques ou je ne sais pas quoi, soit si on trouve vraiment les raisons d'où et comment on produit ces fausses nouvelles et quel est le but de ces fausses nouvelles. Peut-être on pourrait un petit peu plus développer cette question. Merci. Alors, je laisse la parole à un de vos intervenants. Allez-y. Je peux un petit peu compléter sur cette... Parce que, en fait, en quoi, les intervenants qui sont ici, en quoi le phénomène de fake news actuellement est vraiment nouveau? Comment on définit la fake news? Parce que c'est un problème de propagation, c'est un problème de viralité. Bon, Alexandre a très bien dit que ce n'est pas un problème technologique. Donc, en quoi c'est différent d'avant, ce genre de photos pendant la guerre 14-18, j'imagine. Voilà, moi, c'est un peu moins viral. Donc, en quoi est-ce que c'est différent? Et si c'est différent, en quoi est-ce différent par rapport à de la manipulation d'informations, où par exemple la commission n'est pas mauvaise? Non mais elle n'est pas mauvaise. Peut-être qu'on pourrait définir un peu les trois types. Oui, dans la recherche académique, il y a trois types de désinformation. Je suis en grec. Il y a d'abord... Il y a la mésinformation. Il y a donc un événement vrai, mais aussi un élément qui n'est pas vrai, qui est manipulé. C'est la forme la plus anodine, si l'on peut dire comme ça, des fake news. Il y a la désinformation, où derrière la manipulation de la vérité, il y a une intention pour tromper le lecteur. Il y a les campagnes stratégiques pour influencer l'opinion qui concernent les périodes électorales le plus souvent et qui sont menées par des pays étrangers, un pays contre un autre. Et sur le plan technique, il y a diverses techniques de désinformation, les deepfakes. On voit Obama qui bouge les lèvres et qui dit X choses, mais il ne dit pas ça parce que tout simplement, ce n'est pas Obama. On peut manipuler la photo. Il y a les usines de trolls avec un très vaste éventail. Pourquoi c'est important de savoir de quel type de désinformation il s'agit? Chaque fois, on doit avoir un traitement différent. La campagne d'influence de l'opinion a besoin d'une réaction de la part d'institutions comme les gouvernements, d'autres institutions internationales éventuellement. Quand on a affaire à la désinformation, on doit éduquer le public pour avoir cette pensée critique dont on a parlé. Voilà ce que je voulais vous dire. Très rapidement pour répondre, si je peux. Oui, bien sûr. Il y a une chose qui est quand même différente avec la rumeur, avec l'intoxication de 1870 pendant la Commune de Paris. Moi, je parle de ce que je connais, c'est que quand même le réseau social donne l'impression à n'importe qui de pouvoir être soit éditorialiste, soit commenter, soit donner de l'information. Et qu'à partir de ça, on a une sorte de phénomène de boule de neige où chacun peut être son propre rédacteur en chef qui décide de faire des choses, ce qui n'existait pas avant. Et c'est pour moi la grande différence. Il y a en effet des classements qui sont très importants et Clémentine a raison d'insister là-dessus parce qu'il y a l'infox, il y a la propagande, il y a l'ironie, il y a, par exemple, en France, vous devez avoir ça aussi en Grèce, on a l'ogographie
qui fait des titres ironiques, parce que le Gorafi, c'est le Figaro, mais inversé. Et il y a tout ça. Mais ce qui donne la grande différence et la puissance aujourd'hui de la fake news, c'est que tout le monde est son propre journaliste, son propre éditorialiste, et écrit parfois n'importe quoi. Voilà, c'était... Pardon. Alexandre? Par rapport à la question de savoir qui fabrique les fake news, comme il a été indiqué tout à l'heure, à l'évidence, une grande partie de cette fabrication est imputable à une série de sites parfaitement peu crédibles, avec un nombre de salariés qui ne sont enregistrés nulle part, et qui ne suivent aucun principe déontologique de la profession journalistique, mais ce n'est qu'un aspect de la chose. L'autre aspect, ce sont les fake news officielles. Bien avant l'adoption du terme de fake news, 3 sociologues américains ont rédigé un livre en posant la question de savoir comment un des plus grands mensonges de la vie politique américaine, par exemple l'existence d'armes de destruction massive en Irak, ils ont considéré, dans le cadre de leur enquête, qu'il y avait une raison pour faire cela. Et donc, ils se sont demandé pourquoi ceci est passé entre les mains de journalistes de haut niveau. Il y a des mécanismes portant sur les non-papiers ou concernant les relations entre les politiques et les médias, ou qui sont liés à la confiance spontanée des journalistes envers les sources officielles des gouvernements, la question peut-être la plus importante à examiner, qui permettent la diffusion de fake news de manière officielle. Cela ne se fait pas sur une base quotidienne, mais il y a par exemple des moments comme les conflits armés, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine aujourd'hui. Et les fake news les plus forts qui s'inscrivent dans la catégorie de la mauvaise information intentionnelle, cela viendrait de sources officielles. Et cela donc concerne l'autonomie des groupes journalistiques. Il a été dit tout à l'heure par le correspondant de Libération, c'est une question ouverte tant pour le système de communication grec et non seulement. Dans ce qui vient de se dire, une autre image aussi de fake news, enfin de manipulation de l'information, qui est en tête, c'est la guerre du Golfe. Il ne faut pas oublier que la guerre du Golfe a été quand même le départ de toute l'information continue de CNN, etc. Et vous vous souvenez, enfin les anciens, vous vous souvenez tous de ce documentaire où on voyait les couveuses, des bébés en couveuse, et il a été dit que Saddam Hussein avait débranché l'électricité des couveuses. Donc on attendait à la chose la plus, je dirais presque la plus importante, qui est toujours d'ailleurs une cible en fake news, c'est la vie, les enfants, enfin tout. Et là, c'est non même pas des enfants, c'est des nouveau-nés sous couveuse. Donc c'est le summum de la fragilité. Et donc ça reste un. Mais je reviens juste aussi encore sur un autre point qui est important, c'est de tout temps, de toute l'histoire. Tu parlais de Moyen-Âge, on parlait de la Commune, mais on peut remonter dans l'Antiquité. Des fake news, il y en a eu, et des manipulations de l'information et de gens mais aussi officiels. Un exemple dont on parlait hier quand on a fait notre réunion, c'est la guerre hispano-américaine de 1898, où le fameux bateau qui a mis le feu aux poudres, à l'origine, on a dit que c'était les Espagnols qui avaient brûlé. Alors tout le monde, on a su après enquête que c'était un truc, c'était un accident. Mais les meilleurs journaux de l'époque, Hearst, et Pulitzer, ce qui est d'ailleurs très intéressant, je le donne juste en pâture à tout le monde, c'est que Pulitzer, le journal de Pulitzer, est rentré en plein dans cette fake news. Et c'est intéressant de savoir qu'un des meilleurs prix journalistiques d'aujourd'hui, Pulitzer, était à l'origine aussi en fake news. Voilà, c'est juste des rappels historiques, mais on en fera d'autres. À vous, Angelos. Alors, 2 points. Je pense qu'en ce qui concerne la désinformation, c'est-à-dire la forme la plus difficile pour identifier ce qui se passe, pour vérifier,
de plus en plus, au fil du temps, la situation devient plus délicate et il est très difficile de localiser où se trouve la désinformation. Le mal avance toujours plus vite que le bien. Ça vérifie cette règle. Par rapport à ce qu'Alexandros a dit, dans des situations difficiles comme des conflits armés, le phénomène des fake news augmente car automatiquement, et je peux attester, la confiance des journalistes augmente dans les sources officielles, car on ne peut pas se trouver là où se passent les faits. Donc, on est obligé, de facto, même si on a des doutes, on est obligé de faire confiance à la source officielle. Un exemple classique, les opérations d'évacuation de ressortissants grecs de l'Ukraine. On n'y était pas, on n'était pas présent. Donc, on apprend ce qu'on nous dit. Il est difficile pour nous de le vérifier. Par exemple, si le ministère des Affaires étrangères grec a communiqué avec les services secrets de notre pays, cela, pour nous, il est impossible de le vérifier. Et même de grandes institutions ont élargi la façon d'informer les correspondants compétents. Autrefois, la Grèce à Bruxelles avait un grand nombre de correspondants. Aujourd'hui, elle en a beaucoup moins. Et la diffusion de l'information, je ne veux pas parler d'information contrôlée, par les médias communautaires est telle que c'est comme si elle était là avant qu'on ne fasse notre enquête. Hier, par exemple, un paquet de la Commission européenne a paru sur les questions énergétiques. 6 ou 7 textes ont paru en même temps. Le fait de les lire, de s'informer et de poser des questions, eh bien, on est déjà sous la pression de la page du site Internet pour lequel on travaille. Où est ton texte? Pourquoi tu ne l'as pas envoyé encore? Je veux mon texte maintenant, même s'il est de 200 pages. J'essaye de vous décrire comment fonctionne ce système pour ceux qui ne vivent pas ces conditions tous les jours. J'ai fait un peu d'humour en disant que dans la manipulation de l'information, on est toujours en retard, comme le doping, bien sûr. Un autre problème des médias grecs, c'est dans ces cas comme l'Ukraine, par exemple, ils se basent beaucoup à l'information indirecte de grands médias de l'étranger. Si les grands médias de l'étranger ont fait une faute, même si c'était involontaire, le média grec va simplement reproduire cette fausse information. On ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone et demander si c'est vrai ou pas. Je voulais ajouter ça comme exemple. Autre question. On avance, on a répondu. Catherine, on a répondu à la question. D'autres? Oui? Aussi? Oui. Bonsoir, merci pour cette soirée. Moi, je voulais demander par rapport aux nouveaux réseaux sociaux et aux algorithmes qui targetent notre personnalité et nos sensibilités. Je voulais savoir à quel point vous pourriez peut-être mieux nous expliquer comment les fake news se propagent. Parce que je suppose que si c'est un fake news qui est mieux targeté sur nous, il y a plus de chances que ça nous impacte et que du coup, ça devienne viral de cette manière. Vous voulez parler donc de la sophistication des moyens donc de fake news. Allons-y. Qui répond? Je veux bien répondre très très rapidement. La campagne électorale aux États-Unis de Donald Trump, elle a été extrêmement ciblée grâce aux plateformes, à Facebook qui a donné ou vendu toutes les données sur les gens. Par exemple, un des exemples qui est connu, si dans Facebook, quelqu'un dit, même un démocrate, dit « j'aime bien les armes à feu », immédiatement, très vite, il avait une petite information sur son fil d'actualité de Facebook. Hillary Clinton veut te prendre ton pistolet. Et hop, elle disparaissait. Et en fait, vous savez que l'élection, c'était 3 millions de voix de différence, mais les États clés ont été remportés par Trump.
et notamment des États démocrates, grâce à ce système qui était extrêmement rapide. Donc tout ce qu'on met sur un réseau social, c'est tout de suite analysé et recoupé. Et stocké. Et stocké. Pour toujours. Ήθελα να πω ότι Je voudrais dire que le modèle par rapport à cette question, il est très utile de savoir que les réseaux sociaux ont un modèle, un business model. Ils sont là pour gagner de l'argent, pas pour être démocratiques, ni pour diffuser des points de vue objectifs, ni pour le bon journalisme. Ils sont là pour faire des bénéfices. Et donc, leur stratégie, c'est chaque like que nous faisons, chaque page que nous ouvrons ou le temps que nous passons. C'est l'économie de l'attention. Donc, plus nous passons du temps lorsque on nous donne le décompte et qu'on apprend qu'on a passé 15 heures dans la semaine sur Facebook, Facebook a gagné ce qu'il voulait. Et l'objet, la marchandise, c'est nous-mêmes. C'est notre attention qui est commercialisée ainsi. La nouvelle génération, malheureusement, n'a que cela pour être informée. Ils ne s'informent pas auprès des journalistes. Ils ne connaissent pas le journalisme qui a une signature. C'est là-dessus qu'on devrait les informer. La signature signifie une responsabilité de l'auteur. Tandis que ça ne veut rien dire. Donc, les plateformes s'appuient précisément sur cela. Les algorithmes avancent à une vitesse vertigineuse. On ne peut pas les rattraper. Il y a des moyens de plus en plus sophistiqués pour voir comment ça fonctionne, cela, et on essaye de rattraper ces modèles qui deviennent de plus en plus fins et sophistiqués et compliqués. On peut arrêter ce phénomène ou comment on peut le freiner et on va en parler tout de suite. Quelqu'un d'autre veut réagir à cette question? Angelo? Pour celui qui s'intéresse à voir l'impact de ce modèle que Clémentine vient de décrire, il suffit de lire le livre de la professeure américaine Shoshana Zuboff sur le capitalisme. C'est vrai que ça demande une longue... Mais en gros le phénomène se passe de cette façon-là. Pour avancer, je fais juste une dernière petite remarque historique, puisqu'on est quand même en période... la bataille se mène donc à plein niveau. Tu as parlé de la bataille de la guerre de l'attention. Donc ça, c'est une chose très importante. On est dans la guerre de l'émotion aussi. On est en plein dedans. On est dans une guerre de communication. On est dans une guerre du narratif. On est tous d'accord. On est dans une guerre d'images. Et on est dans une guerre des mots. Tout ça, ce sont des guerres, toutes des guerres ou des batailles, appelez ça des batailles, qui se mènent parallèlement à des vraies guerres. Par exemple, la guerre des mots, je vous donne juste un exemple, ça date de ce matin. L'ONU a déconseillé à ses employés d'utiliser le mot, l'ONU, déconseillé à ses employés d'employer le mot guerre ou invasion. Et puis on est dans la cyberguerre, évidemment, de toute façon. Alors, pour ne pas prolonger indéfiniment, à moins qu'il y ait vraiment d'autres questions, OK, on a fait un tableau général de la situation qui n'est pas gai, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on peut faire à chacun à son niveau, au niveau individuel, au niveau professionnel, au niveau plus large? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quelles peuvent être les solutions, s'il y a 6 solutions, il y a? Jacques. Je veux bien répondre, mais je voulais juste faire une petite note de bas de page. Ne pas oublier, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu de printemps arabe, et en Tunisie, ça n'aurait pas marché. C'est la grande différence entre la Tunisie, où les Tunisiens avaient des téléphones portables, et le Maroc, où beaucoup de Marocains, notamment dans le sud du Maroc, n'ont pas accès à cette technologie. Donc il y a un tout petit côté positif. Que faire? Beaucoup de choses, en fait. D'abord, l'esprit critique. Avoir en effet une presse de qualité, mais est-ce qu'elle est lue ou écoutée?
ou vues, ça c'est plus difficile. Ensuite, essayer peut-être sur les réseaux sociaux parfois d'intervenir, mais est-ce utile? Et puis une nouvelle fois, je pense que c'est l'éducation aussi qui marche beaucoup, que ce soit l'éducation, comme a dit Clémentine, générale sur l'informatique, sur les réseaux sociaux, mais également scolairement. On apprend des tas de choses qui sont finalement des fake news historiques. Hein. Les ancêtres, les Français, on apprend les ancêtres, les Gaulois. Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Mais bon, ça fait longtemps et on a appris aux enfants qui répètent, même en Afrique, on répétait nos ancêtres, les Gaulois. Alors Clémentine, oui, tu peux y aller. Je voudrais poser la question, justement, tu as beaucoup parlé de toutes ces plateformes et en disant qu'elles avaient donc un modèle de business model, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une des façons d'avancer, c'est pourquoi on a permis, pourquoi elles se sont développées et peut-être aller à la source de ce phénomène économique que sont les plateformes. C'est-à-dire qu'à la fois, on est là, on accepte, on se dit, bah, elles arrivent comme ça, naturellement. C'est peut-être pas aussi naturel que ça. Et plateformes, μπορούν και υπάρχουν γιατί Les plateformes continuent à exister, elles n'ont pas besoin de notre permission, mais c'est vraiment des géants. Ce business plan leur a permis d'être des géants. Et ils sont à un niveau maintenant où c'est très difficile de faire face à eux. C'est vraiment des leaders mondiaux dans le domaine de l'information. Et c'est toujours dangereux d'avoir ce genre de dominance dans le débat public sans avoir d'autres obstacles. Nous avons donc des actions européennes. Je voudrais en mentionner quelques-unes sur l'alphabétisation des médias, sur l'esprit critique, mais deux choses qui sont très importantes. C'est tout d'abord le code de bonne pratique qui a commencé à fonctionner en 2018 à l'initiative des institutions européennes, qui a forcé toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, d'avoir une discussion, de s'auto-engager, chaque plateforme, pour avoir des mesures spécifiques contre la désinformation. Nous voyons ce petit tic sur Twitter. On peut, en tant qu'utilisateur, demander de ne plus revoir cette information parce que je pense qu'il s'agit de fausses nouvelles. C'est quelque chose qui n'existait pas avant cette initiative. La pandémie a apporté avec elle aussi une grande quantité de désinformation, l'époque que nous vivons en ce moment. Donc, ce code de bonne pratique contre la désinformation est mis à niveau. Les plateformes elles-mêmes, leurs clients, ont aussi intérêt à ne pas diffuser des fake news. Nous ne sommes pas encore au niveau qu'on voudrait être, mais on a déjà fait un peu de travail sur cela. La deuxième chose, c'est sur la liberté de la presse, la liberté du métier de journaliste. Ça s'appelle SLAP, cette initiative. Strategic Lawsuit Against Public Participation. C'est quelque chose qui est promu par les instances européennes. Ça deviendra un projet de loi et qui donnera la possibilité, permettra aux journalistes d'avoir la liberté de suivre leur enquête sans avoir des conséquences, sans avoir un géant de ce secteur et les poursuivre pour quelque chose qui ne leur plaît pas, qui pourrait être dangereux pour cette société ou ce groupe. Je crois que c'est très important. Vraiment, la vitesse avec laquelle ce phénomène continue est hallucinante. En France, en Grèce, partout en Europe, la liberté de la presse fait face de plus en plus à des lois ou des essais de loi ou des tentatives de loi qui visent quand même à la restreindre. Donc, j'espère que si l'action de la Commission de l'Union européenne est suffisamment forte pour aller un peu contre ce qui se passe dans chacun de nos États. Alexandre. Est-ce que tu veux répondre? Ce n'est pas facile du tout, c'est vrai.
ce que je pense avoir un impact tout à fait limité. Les fake news partent beaucoup plus vite à travers les algorithmes, mais l'inverse ne peut pas se faire. C'est-à-dire l'algorithme ne peut pas limiter la diffusion du fake news. Et on risque de se retrouver devant une situation absurde. Il y a quelques années, le Facebook a voulu couper toutes les pages porno et a fini par descendre une page très importante sur la guerre, a supprimé une page très importante sur la guerre du Vietnam. Pour leurs propres raisons, ces plateformes veulent en effet faire des restrictions et à mon avis, ce n'est pas ça la solution. Deuxième point, la solution se trouve au renforcement des journalistes, renforcement économique, culturel, en matière de reconnaissance que peut avoir ce métier. Comment donc l'État pourrait ne pas intervenir dans la qualité du travail journalistique, mais qu'il intervienne dans les conditions du travail journalistique? C'est un moyen d'envergure nationale avec moins de 5 salariés. Est-ce possible? Dans les chaînes, ce n'est pas possible, à l'évidence. Mais dans les réseaux sociaux, oui. Ou sur un site journalistique, c'est possible. Le même média peut avoir des recettes venant de publicités qui ne sont enregistrées nulle part. Donc, un cadre serait rempli pour que quelqu'un dise « je suis journaliste », mais sans respecter certaines règles. Il faut la transparence par rapport à la publicité. Tout cela crée des contre-motivations pour celui qui voudra créer un site et gagner sa vie grâce aux fake news. La question qui se pose est de regarder les causes plutôt. On a abordé la question des causes, la question de l'éducation, le modèle économique des médias. Il n'y a pas un seul traitement par rapport aux médias, comme il a été dit tout à l'heure, un modèle holistique. Merci beaucoup, Alexandre. Sur la question des réseaux sociaux, je ne sais pas si le modèle mis en place vers la fin du XXe siècle pour les grandes entreprises américaines qui avaient acquis une dimension de monopole. Je ne connais pas les détails techniques. Je sais que la question a été débattue. Maintenant, en ce qui concerne notre propre métier, Alexandre a donné beaucoup d'éléments. La transparence est une partie extrêmement importante. Une partie encore plus importante, c'est que nous qui pratiquons ce métier, on doit montrer si on aime ce travail pour pouvoir placer un certain nombre d'obstacles, de barrières par rapport à ce qui peut faire du mal à la qualité de notre produit sur le plan européen, sur le plan national, mettre en place un certain nombre de règles ou de codes de bonnes pratiques pour réglementer la profession dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Espérons donc à chacun d'entre vous. Je vais juste peut-être pas apporter une note d'espoir, mais remonter dans l'histoire et presque vous dire que bon, les choses sont un peu difficiles parce que déjà au 6e siècle avant notre ère, donc vous imaginez, le général et stratège chinois Sun Tzu expliquait dans l'art de la guerre, puisqu'on est en période de guerre, toute l'importance de la tromperie et de la duperie dans la conduite d'un conflit. Il insistait notamment sur la nécessité de trouver un compromis entre vérité et mensonge afin de rendre les fausses nouvelles les plus crédibles et efficaces possibles. Pour ce faire, il fallait bien calibrer son objectif et notamment les personnes cibles en jouant sur une autre combinaison, à savoir le couple affect-intellect. Vous voyez, 6 siècles avant notre ère, déjà dans un autre continent, tout était déjà dit. Voilà, pour faire un rappel historique en tant qu'historienne. Je crois qu'on va peut-être conclure. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez-y. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
On assiste ces dernières années à l'émergence de consortiums internationaux de journalistes, et en particulier qui maintenant portent leur attention sur des sujets très techniques et assez compliqués, etc. J'ai deux questions. Une collective qui est, est-ce que vous pensez que c'est un des moyens possibles de contribuer à ce qui nous occupe ce soir? Et deuxièmement, quelle est la place des journalistes grecs dans ces consortiums? La place des journalistes grecs dans ces consortiums, est-ce qu'ils participent? D'accord. Allons-y donc, dans les moyens de s'opposer. Donc, c'était très intéressant de l'avoir souligné. C'est la notion aussi de concertation entre médias et puis le phénomène qui se réunissent et qui peuvent fabriquer de l'information ensemble, unir leurs forces pour fabriquer de l'information, faire de l'information transversale, en particulier au niveau européen. Ça, à mon avis, c'est un des points les plus importants d'avenir. Qui veut répondre à la question? Et est-ce qu'en Grèce, il y a des journalistes grecs qui participent à ces consortiums de journalistes d'investigation? Η απάντηση είναι σύντομη, πολύ λίγο. La réponse est très courte, très peu. Je crois que les médias grecs n'ont pas beaucoup insisté sur ces consortiums, car ces consortiums concernent plutôt le journalisme d'enquête, qui est un genre de journalisme qui n'existait pas beaucoup, malheureusement, en Grèce. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau européen, oui, ce journalisme d'investigation est renforcé. Et aussi, ce journalisme interfrontalier est aussi renforcé. C'est quelque chose qui peut concerner plusieurs pays de la même région ou même pas. Il existe donc en effet des projets, des consortiums entre journalistes qui pourraient permettre un travail vraiment approfondi sur ce que vous avez mentionné. Actualité chaude, il faut, avec l'investigation, il faudrait pouvoir justement traiter des sujets transversaux qui traitent dans plusieurs pays du même sujet. Un exemple, puisqu'on est dans l'actualité Ukraine-Russie, mais Ukraine, tout le côté des travailleurs ukrainiens qui existent dans tous les pays d'Europe. Personne n'en parlait jusqu'à maintenant. On ne savait même pas qu'ils existaient, à part l'Ukrainienne qui gardait le grand-père. Mais c'est un vrai problème économique que personne n'a jamais vraiment traité. Et on les découvre à l'occasion de la guerre. Alors, très, très rapidement, pour répondre à votre question, sans le consortium international, on n'aurait rien eu des Panama Papers. Parce que c'est grâce à ce consortium qu'on a eu des choses. Parce qu'il est quasiment impossible, il était impossible, vu la masse de documents, et ce n'est pas la seule fuite qu'il y ait eu, vu la masse de documents, de les analyser finalement pays par pays. Donc c'était important pour la France. Libération y a contribué, Le Monde y a contribué. Aux États-Unis, on a eu le New York Times. S'il n'y a pas ce journalisme d'enquête, c'est impossible finalement de savoir et de déchiffrer un certain nombre de choses. Un dernier mot, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait rester toute la soirée, j'imagine, parce que le sujet est là. Un petit mot de conclusion, peut-être, de nos intervenants. Allez, Clémentine, j'ai l'honneur. Ήθελα να επαναλάβω τη λέξη ολιστική αντιμετώπιση. Πιστεύω ότι Je voudrais répéter le terme de traitement holistique, global. Je voudrais dire que ce phénomène court à une vitesse vertigineuse car il s'appuie sur la technologie et nous aussi, on doit courir. Nos technologies doivent être vraiment très, très performantes. Et c'est important que ces technologies se trouvent aux États-Unis et pas en Europe. Et si je pouvais juste donner un petit tip, on ne doit rien partager sur le web à moins d'être sûr et certain. On le fait parfois, mais c'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Avec l'idée qui a été évoquée très rapidement, c'est que les réseaux sociaux américains, Facebook, Twitter, etc., ce sont des monopoles américains. Or, les Américains eux-mêmes
avait cassé à la fin du 19e siècle le monopole du train aux États-Unis, le monopole du pétrole. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est casser ces monopoles pour qu'il y ait soit un Facebook français, soit un Facebook européen, soit un Facebook grec. Je pense que le mieux, ce serait d'avoir un Facebook européen avant de pouvoir parler en fait de ces réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas prendre les GAFAM, comme on les appelle en français, parce qu'ils ne payent pas d'impôts forcément, parce qu'ils sont à l'extérieur, etc. Et donc je pense que ne pas casser les monopoles, c'est une très mauvaise chose et qu'une des solutions serait cela. Après, bon, il y a la presse de qualité, j'imagine qu'il y a le statut des journalistes dans le monde, ça a été évoqué, et je crois que c'est une bonne chose d'avoir un bon statut des journalistes aussi. Nous, en France, on a toujours cette carte de presse qui, normalement, vous oblige à un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours respectées, dont la publicité, etc., etc. Non, puis il y a une paupérisation qui se passe dans le métier du journalisme, oui. Juste un mot. On a vu la première manifestation contre la désinformation à Dublin, où des gens manifestaient devant les bureaux de Facebook contre les fausses nouvelles qu'à leur avis, Facebook diffuse concernant la guerre en Ukraine. Le service de l'ambassade voudrait terminer, dire un mot par rapport à notre débat, non? Ou alors on va conclure tranquillement. Bon, ben voilà. Et ben, je vous remercie tous d'avoir été présents par ce temps de froid, la neige arrive, d'avoir posé, oui, ici il fait chaud, d'avoir posé vos questions. La discussion ne fait que commencer à mon avis. On a certains documents, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent laisser leur adresse internet, leur mail, pour qu'on puisse leur envoyer certains documents. Et puis on espère qu'il y aura une suite à ce débat, parce que c'est quand même quelque chose qui nous touche tous et qui va nous toucher de plus en plus. Merci à tous.